Break Time, un podcast présenté par le CSEPR, accueille aujourd'hui Mike Séguin-Lavigne, propriétaire de Beehive Studios, technicien de son et réalisateur, afin de discuter de son parcours, des avenues professionnelles offertes par le monde de la musique et des qualités nécessaires pour réussir. Mike Séguin-Lavigne, bienvenue à Break Time. Bien, enchanté d'être ici. Merci de l'invitation. Hey, tout le plaisir est pour moi. Là. Je suis vraiment content d'avoir la chance de jaser avec un technicien de son, un producer, propriétaire de studio en plus. Oui, Puis, oui. comme tu me mentionnais plus tôt, tu gères aussi un label. Bien, ça, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau, le Ouais. label. Ouais. Est-ce que, là, on va voyager dans le temps un petit Ouais, peu. ouais. Là. J'aimerais ça que tu... explique-moi comment ça a commencé pour toi, là, l'événement déclencheur. Là. C'est quand que ta fascination pour le son, la musique a commencé? Là? Ben, pour le son, j'ai toujours aimé la musique étant jeune. J'avais des tables tournantes, puis Ouais. genre de petites stations de radio maison là, pour ma mère, dans le fond. Tu sais. Et puis, il y avait un band, Lefebvre. Je viens de Lefebvre, originalement. OK. Et puis, il y avait un band c'était un petit band de jeunes, là, à peu près de 12-13 ans. Puis, le drummer a déménagé à Saint-Isidore avec son père et sa mère. Puis là, des gars de la band, ils m'ont dit « Hey, Mike, tu devrais essayer ça, toi, jouer des drums. » J'étais comme « Ah, ouais, ça serait peut-être... j'aimerais peut-être ça. » Fait que là, j'étais allé à l'Escale Musique à Hawkesbury avec ma mère. Ouais. On a loué un drum. Mm-hmm. Et puis, j'ai pratiqué... Ça, c'était le mercredi. J'ai monté ça dans la cave, mais on avait un split level, on restait dans la cave, ma grand-mère restait en haut. Puis j'ai monté le drum d'une petite salle justement dans la cave, puis j'ai joué pendant 15 minutes jusqu'à temps que ma grand-mère n'était plus capable d'entendre ça. Puis j'ai arrêté de jouer. Le lendemain, on avait une petite pratique avec cette band-là. Puis il y avait comme 2 personnes plus âgées qui étaient comme des coachs pour nous aider là, avec le band, tu sais. Puis... en tout cas, j'ai commencé à jouer. On jouait comme des Beatles, puis Sure. Long Train Running, Ouais. The Bee Brothers. Classique. Ouais, c'est ça. Puis, mais c'est pas des tunes bien compliquées dans le fond, mais fait que, le manager du band qui était là me dit Coudon, petit Séguin, ça fait combien d'années que tu joues des drums? Ben, j'ai dit, écoute, avec la 15 minutes hier, puis 15 minutes aujourd'hui, ça fait une demi-heure. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. C'était assez naturel. Je me souviens d'aller des jeunes puis aller voir des shows. Puis c'est toujours le drummer que je regardais. Puis j'essayais de comprendre le croisement, puis comment que ça fonctionnait. Fait que, I guess que j'avais déjà un petit peu ce côté-là. Mm-hmm. Puis après ça, ben, on est allé en studio avec pas cette bande-là. On a un deuxième band, après ça, un peu plus tard, au début high school. J'ai rencontré un chanteur qui était un petit peu plus vieux que moi, puis il cherchait un joueur de bass. Puis moi, je voulais jouer de la bass dans ce temps-là. Fait que j'étais allé à pratique avec lui. J'avais emporté un de mes amis pour me dire les accords, parce que je savais pas vraiment. Moi, si tu me disais C, c'est la bass, je savais pas c'était où. Je savais à l'oreille, mais je savais pas savoir c'était où sur le manche. J'avais peur que les gars me disent OK, G, C, D, puis va-t'en que ça, tu sais. Fait que finalement, c'est sûr, on a fait de la pratique. À la fin de la pratique, le drummer qui jouait, c'était un gars de 13e année à l'école. Puis moi, j'étais en 9e année. Puis il me dit Hey, je t'ai vu, tu joues des drums aussi. Fait que j'ai dit Oui, à l'école ou à high school. Ben, il dit Ça te tente-tu d'essayer mon drum? J'ai dit OK. J'ai embarqué sur le drum, j'ai joué un peu. Là, le chanteur m'a vu jouer des drums. Puis là, il a dit OK, toi, après la pratique, il m'a dit Non, je veux toi, ces drums, mais on va trouver un autre joueur de bass. I guess que je n'étais pas assez bon sur la bass. Fait que c'est ça, ça a commencé comme ça. On a parti de cette bande-là. On a fait un enregistrement en studio avec mon cousin qui est un ingénieur aussi, producteur, François Lavigne, Frank Fish-Levin. Il travaillait avec Alanis Morissette, 8 Seconds. C'était lui qui était le producteur pour notre chanson en studio. Puis c'est là que j'ai pogné vraiment le goût de la technique, puis le studio. Ouais. Puis, fait que j'étais comme une mouche sur le mur. Là, puis j'essayais d'apprendre de lui. Puis c'est même que ça a commencé. Après ça, j'ai embarqué dans un band qui s'appelait Look Twice, qui était le band. On a en fait la première partie de In and Out à Barrymore's, Ottawa. Je pense que j'avais comme oh my God, peut-être 15 ans, 14-15 ans. Je sais pas comment on a fait pour aller jouer dans ce bar-là, anyway, parce que on était bien trop jeunes, mais en tout cas. Fait que, on a fait la première partie du band de In and Out. Un an plus tard, on commençait un nouveau projet. J'ai rappelé Steve, le chanteur du band, pour savoir s'il venait faire des backup vocals dans le studio qu'on a enregistré à Hawkesbury, justement, chez Ron Bro. OK. Puis Steve m'a carrément dit « Non, je suis pas intéressé à faire ça, mais toi, tu es intéressé à joindre le band pour drummer. »
J'ai dit OK, puis c'est ça. C'est le même que ça, vraiment la carrière de musicien à temps plein a commencé à 16 ans. Wow! Les gars, les autres, ils avaient 21, 22 ans, mais moi, j'étais le plus jeune, j'avais 16 ans, puis déménagé à Ottawa, puis on a fait 50 tournées avec un vieux boss d'école, puis on pay our dues, comme on dit, Ouais, right? c'est ça. Ouais, exact. Fait que, ouais, c'est à peu près de là que c'est comme ça que ça a commencé, le début de la carrière. Puis ta carrière est allée dans plein de directions aussi. Tu sais, je sais que tu as fait beaucoup de techniques de son live. Ouais. Le studio, oui, en tant que musicien. Ouais. C'est quoi qui représente le bulk, comme une bonne partie de ta carrière? Tu sais, qu'est-ce qui t'a tenu occupé le plus? Le plus, le plus longtemps? Les shows live, pendant, je dirais, un bon 20 ans. J'étais chez Wall Sound, Ottawa. OK. Puis je faisais pas mal tous les shows de la CCN. Oh boy! Parce que j'étais bilingue. Fait que ça, c'est une grosse affaire pour eux autres. Fait que j'ai travaillé souvent sur la colline. Puis comme tous les gros shows sur la colline. OK. Mixer la liste de monde, je peux pas. Ça serait un bouquin, je pense, aujourd'hui. C'est plus une liste, là. C'est ça. Exact. Avec du très bonbon. Fait que c'est ça. Ouais, ça m'a tenu pas mal équipé avec ça, avec la technique. Mais à un moment donné, j'étais tanné de toujours mixer des shows que tu connais pas. Tu sais, c'est que l'artiste, tu l'as jamais rencontré, tu sais pas à quoi t'attendre, c'est la console, tu sais jamais ce qui va arriver. OK. Fait qu'à un moment donné, j'ai eu l'opportunité de travailler à temps plein pour un artiste. Être son technicien. C'était drôle parce que c'était un label de country. OK. Qui ont appelé Wall Sound, qui ont demandé Wall Sound, genre, c'est qui ton top technicien dans le rock? Mm-hmm. Fait que là, ils ont nommé mon nom. Le gars m'appelle, c'est comme ça, il dit t'es un gars de rock? Oui, OK. Ben, nous autres, on cherche un technicien pour un artiste country. Là, j'étais comme, comprends pas. Non, mais ils disent on veut un gars de rock pour faire le son country. Mm-hmm. Fait qu'on veut que ça ait du edge comme live, tu sais. Ouais. Fait que j'ai fait ça. Le band, c'est Doc Walker, un band canadien country. OK. Et puis, j'ai fait à peu près 1 an avec eux autres. Après ça, j'ai été appelé par la même compagnie pour Jason McCoy, qui est un autre grand artiste canadien country. Puis, j'ai fait un show avec Jason, mais moi, je pensais que je continuais la tournée avec Doc Walker après ça. Puis j'ai rappelé au bureau le lundi matin pour avoir des dates. Puis il m'a dit « Ah, non, Doc Walker, c'est fini. Là, tu t'en vas avec Jason McCoy. » Mais moi, je connaissais pas vraiment le marché country. Fait qu'il m'a dit « Non, c'est un gros artiste, puis tu vas bien aimer ça. » Puis mais moi, sur le coup, je l'ai resté avec Doc Walker. Mais finalement, ça a fait 5 ans avec Jason McCoy. À travers le Canada, partout. OK. Après ça, Jason a embarqué dans un projet qui s'appelait The Roadhammers. Puis j'ai fait cette tournée-là, la tournée canadienne au complet. On a fait les Junos en Halifax en 2006. Après ça, j'ai fait Emerson Drive aussi en tournée. Puis le dernier 5 ans, ben là, j'ai fait le band Helix. Oui. Band des années 70-80. Oui. Jusqu'à temps que la pandémie nous frappe. OK. Ouais. Fait que toi, t'as jamais vraiment arrêté de faire du live? Non, pas vraiment. Ben, à part, pas du live, je fais plus vraiment des festivals, là. Ouais. Tu sais, mixer 50 bandes dans la journée, là. Tout ça, je suis venu, je veux dire, ça arrive des fois que quelqu'un m'appelle, puis ils sont bien pognés, puis que, OK, je vais dire oui, là. Mais non, en général, j'arrive, je fais un show, j'aime mieux faire ça que... Il y a quelque chose que tu as dit tantôt, tu sais, tu parlais justement un peu de l'épuisement d'être technicien ou, tu sais, producer live pour des artistes là, qui changent tout le temps, puis il y a toujours exactement un roulement, puis tu avais envie, mettons, de, je sais pas, t'approprier un artiste, le son d'un artiste. Puis ça, je trouve ça intéressant, puis, tu sais, par l'entremise de ma modeste expérience en tant que producer de musique, s'il y a une chose que j'ai réalisée rapidement, c'est l'importance du producer ou de ton tech. Right? Ouais. Parce que c'est, tu sais, de la musique, c'est une combinaison de plusieurs choses. Mais il y a le son. Quel son prennent tes instruments? Comment que ça se rend dans les oreilles du monde? C'est que l'autre côté, c'est que je me disais, je faisais jamais une belle job. Tu sais, quand je connais pas le show, là, c'est dur de savoir, il y a un solo de guitare. Là, il y a 2 jours de guitare qui font des... Tu sais, il y a un qui prend chacun un lead de temps en temps.
Mais là, c'est lequel? Puis là, par le temps, des fois, on est loin de la scène, c'est lequel qui fait le solo, là? Right. Par le temps que tu montes le volume, là, le solo est rendu aux 3/4, tu sais. C'est ça. Fait que si je suis tanné de pas faire des belles jobs de même, tandis qu'avec les bands que j'ai travaillé avec, que j'étais à temps plein, ben c'est justement, j'ai même plus besoin de regarder sur la scène. Je sais qui fait tel solo à telle place, les vocales, les back vocals, ou si c'est la bass qui prend le devant. Ou, fait que moi, tu sais, tu peux vraiment mixer le show. Oui, puis tandis que Claude Manet, t'es comme un goaler, là. Right. T'essaies d'arrêter les coups qui passent, là, tu sais, là. Ben, c'est que tu peux, toi aussi, performer avec ton artiste, parce que ça devient une performance, pas juste scrambling to make it OK. Ben, il y a un gars qui m'avait dit à un moment donné, Kenny Greer, il était le joueur de steel pour la tournée des Roadhammers, justement. Lui, il vient de Tom Cochrane et Red Rider. OK. Puis, il m'avait dit à un moment donné, sans tourner pendant les shows, il dit la façon de voir que tu es un bon technicien, c'est de voir que le gars, il n'est pas en train de regarder en avant. Mm-hmm. Il mixe le show, mais il regarde la board. Right. Puis ça m'a toujours resté, ça. Puis c'est vrai parce que souvent, les artistes me disent « Hey, comment il était le show de lumière? » Aucune idée. Je sais pas, j'ai jamais regardé les lumières, j'ai jamais regardé ça. C'est vraiment pas mon côté. Je suis pas le gars visuel. Moi, c'est le son, fait que c'est la console que je regarde. Oui, c'est ça. Fait que je trouve ça cool, ce petit commentaire-là de lui. Là, que... Mais, tu sais, on pense pas à ça, mais une fois que tu as travaillé un petit peu en son, puis, tu sais, tu as mixé, whatever, à un moment donné, du son, tu réalises que, surtout aujourd'hui, que la technologie, ça se regarde aussi. Oui, il y a beaucoup d'informations qu'on peut voir. Oui, exactement. Oui. Tu sais, il n'y a rien de plus beau qu'à regarder un equalizer, te montrer live qu'est-ce qui se passe en son. C'est une danse incroyable, tu sais, de voir toutes les fréquences qui se passent. C'est ça. C'est où qui se trouve cet instrument-là exactement, puis tu vois comme une représentation. Oui, c'est une peinture dans le fond. Hein? Qui représente le range que tes oreilles sont supposées être en train d'entendre. Exactement, oui. Fait que c'est intéressant, ça. Cet aspect-là, moi, j'ai toujours bien aimé ça. Moi, quand j'ai commencé à travailler en son puis à prendre des cours un peu là-dedans, une des premières affaires qu'on me dit, c'est quand tu travailles en son, tu vas savoir que tu as fait une belle job si personne vient te le dire. Comment tu te sens par rapport à cette affirmation-là? Es-tu d'accord avec ça? Oui, je pense que oui. Oui, je pense que c'est ça. C'est une bonne façon de le regarder. Mm-hmm. Parce que c'est ça. Si ça passe et t'as pas d'autres commentaires, c'est parce que tu as fait une belle job. Right. C'est facile à commenter. Puis, ben là, telle affaire. Non, je pense que c'est une belle façon de regarder ça. Oui. Puis j'y ai pensé longtemps à cette phrase-là, à pourquoi, tu sais. Pourquoi qu'on me dit ça? Puis je pense que c'est parce que le son, plus souvent qu'autrement, c'est plus important que l'image. Mm-hmm. Parce que je dis toujours que s'il y a une image qui te tape ses nerfs, qui fait pas ton affaire, que t'aimes pas, tu te fermes les yeux, c'est parti. Ouais. Mais du mauvais son, tu te fermes les yeux, c'est encore là. C'est assez gossant. À vue de même, là, c'est dur s'en sauver. Fait que quand le son est bon ou plaisant, les gens vont juste accepter ça comme étant the way it's supposed to be. C'est ça. Ils vont pas aller te féliciter. C'est ça. Si le son est pas correct, ça donne pas... ça rend pas hommage à la chanson ou à la partie. Si c'est une partie de tu sais, que ça devient, je sais pas moi, drum bass tout d'un coup, puis mais que la bass est juste pas présente dans cette partie-là, ben ton mix, dans le fond, ça donne pas honneur à la partition qui a été écrite, dans le fond. Là, Puis une affaire que moi, je me trouve me souvenir que mon professeur de musique au high school m'avait dit, les silences sont plus importants que les notes. Ça, c'est la première affaire. Je suis très d'accord avec ça. Puis si tu sais pas quoi jouer, écoute les autres. Mm-hmm. Mais ça marche aussi sur le côté mixage. Mm-hmm. Tu sais, je trouve que si j'écoute, c'est pas de me faire plaisir, c'est que j'écoute qu'est-ce qui se passe. Mm-hmm. Puis c'est là que je vais savoir, tu sais, vraiment où... des fois, il faut que j'arrête, tu sais, juste me dire, non, écoute qu'est-ce qui se passe là, dans la chanson. Pour le savoir où mixer tel instrument ou telle couleur ou... Serve the song. Serve the song, c'est ça. Toujours. Comme je dis dans le studio, moi, c'est check your ego at the door.
Ouais, c'est ça. Tu sais, dans le studio, on n'a pas d'ego. Puis même, j'ai vu tu sais, des fois des partitions que, je sais pas, mais ben, ça m'est arrivé à moi justement sur un album, une tambourine. Puis j'étais un drummer, mais c'est moi qui jouais à la tambourine pour la chanson, puis je l'avais pas. Mm. C'est le joueur de bass qui il a dit, ben, moi, l'essayer, puis il faisait une bien meilleure job que moi. Fait que, tu sais, c'est pas. C'est ça. On est là pour faire, comme tu dis, serve the song, tu sais. Fait quoi, un Lego at the door. Parlant de ça, justement, tu as un studio Ouais. dans le coin, Ouais. près de Vincliquil, Ouais. Beehive Studios. Ouais. C'est quand que ça a commencé, ça? Beehive, je pense en 2014. Oh, OK. Relativement récent. Ouais, c'est ça. J'avais le studio Web Studios à L'Orignal avant. Oh, d'accord. Ouais. Et puis, après ça, j'ai acheté cette place-là à Vincliquil, puis là, il y avait un gros garage. C'était moi, c'était ça l'affaire. Ma femme regardait à la maison, moi, je regardais pour le garage. Puis, c'est ça. Ça commençait avec une salle de contrôle. J'avais un projet, il fallait que je mixe un album. Commençait avec la salle de contrôle pour que ça commence à faire avancer les affaires. Puis là, ben, ça a pris un an à finir la construction des autres pièces aussi, là, insonorisées, puis tout ça. Puis Oui. il n'y a rien qui se touche, les rubbers, puis en tout cas, les planchers de rubber, puis c'est long. Ah, Mais ouais, c'est ça. Je pense que ça fait un bon 6-7 ans là, que ça roule. Là. Les gens ne réalisent pas à quel point tu as besoin de beaucoup de silence pour faire du bon bruit. Oui, c'est ça. Ça demande Oui, beaucoup. oui. C'est cher, le silence. Oui, ça coûte cher, le silence. Ça coûte très, très cher. Les silences sont importants, pas Oui, juste en c'est ça. musique, en Exactement, technique aussi. exactement. Puis, chez Beehive, Ouais. je sais que tu as déjà eu la chance de travailler avec tout plein d'artistes chez vous. Mhm. Je serais curieux de savoir ton approche en tant que technicien et propriétaire de studio, producer. Mhm. Quand un artiste ou un groupe se présente chez vous pour la première fois, tu les connais pas avec un projet, Ouais. c'est quoi ton approche? C'est quoi pour toi step one? Step one, c'est savoir c'est quoi le plan. C'est quoi qu'on fait dans ce projet-là? Ça s'en va où? On vise qui avec ça? Ça, c'est une des premières affaires. Les musiciens aussi. Puis l'autre affaire tu sais, que je voulais mentionner, c'est que Beehive Studios, les autres studios que j'avais avant, c'est des studios commerciaux. OK. Que le monde, n'importe qui m'appelait, puis tu sais, c'est temps de l'heure, le studio, puis bon. OK. Le Beehive Studios, c'est mon propre studio personnel à moi. Que je choisis, je suis chanceux là, de pouvoir faire ça, mais je choisis mes clients. Je choisis avec qui je veux travailler. Puis j'essaie de travailler plutôt avec des songwriters puis des bandes originales. Je fais pas, tu sais, ce studio-là, je fais pas vraiment de démo. Je fais pas du live off the floor. Puis dans le temps, on faisait ça là, comme des bandes pour aller pogner des gigs live. Oui, OK, je comprends. Là, ça m'intéresse pas de faire ça. OK. Fait que c'est ça. Le studio, c'est mon personnel. My own personal studio, mais c'est là que je peux choisir un peu avec qui je travaille. Puis j'ai souvent des belles surprises, là, comme justement la semaine passée, là, un client que je connaissais pas du tout, là, puis j'ai vraiment tombé à terre. Là. C'est le fun, ça. Je check un petit peu avant de savoir qui s'en vient, c'est sûr, mais ça, c'était comme un autre nouveau genre de projet, fait que je savais pas à quoi m'attendre. C'était pas pantoute qu'est-ce que j'avais vu sur, mettons, YouTube ou des choses comme ça. Là. Fait que, bon, puis il y a du talent dans la région, là, il y en a. C'est débile. Ouais. On entend rarement parler des producers, mais il y en a des légendaires là, qui sont devenus populaires. On pense, mettons, à George Martin des Beatles, qui a été avec eux autres pour une bonne partie de leur production. N'empêche, même si on n'entend pas parler d'eux beaucoup, le rôle d'un producer est très, très, très important. Right? Ouais. Si le band décide de ne pas s'autoproduire puis d'aller chercher un tiers parti pour les appuyer, c'est une grosse décision. Puis ça a un impact potentiellement incroyable. C'est quoi, pour toi, la définition du rôle d'un producer, là, d'un réalisateur? C'est de respecter la chanson. Puis de respecter avec qui tu travailles aussi. C'est d'aller chercher le 100% de la performance. Tu sais, des fois, de savoir que, regarde, ça te va pas bien, cette affaire-là. On va peut-être trouver d'autres choses qui te valorisent plus dans ta performance, plutôt, tu sais. Puis c'est d'arriver avec
un son aussi qui est concret qui est solide de track en track. Tu sais que c'est pas qu'une chanson sonne comme du Green Day, puis l'autre, ça sonne comme du ZZ Top. Tu sais, c'est comme... Des fois, ça peut arriver. Le producteur va faire en sorte que, regarde, non, on s'en va avec une vision, puis ce son de l'album-là, ça va être ça. Tu sais, oui, les chansons vont changer, mais tu veux pas passer qu'une tune sonne comme Metallica, puis l'autre ZZ Top, puis l'autre CCR, puis... tu sais, j'essaie de garder un concept là, pour cet album-là, justement. Tu sais. Parce que ça va arriver à un moment donné qu'il y a un artiste qui va rentrer chez vous, ou c'est sûrement déjà arrivé, où c'est un peu plus éclectique, disons, là, même au sein d'un album. Là, on parle de peut-être, on patauge un peu dans différents styles, il y a différents vibes d'une tonne à l'autre, etc. Puis l'artiste est comme ça, puis c'est ça qui est ça, mais quand même, en tant que producer, toi, j'imagine, tu vas penser à des façons, au-delà des compositions, d'assurer un certain fil conducteur dans l'album, que peut-être un musicien qui n'a pas eu la chance de jouer avec l'aspect plus technique ou l'art du recording puis du mix, de faire ça. J'imagine, ça t'est déjà arrivé? Oui. Puis souvent, c'est quoi? C'est arrivé aussi qu'il y a des chansons qui ne feront pas l'album. Tu sais, mettons qu'on fait, je sais pas moi, 12 chansons sur un album. C'est arrivé que souvent, pas souvent, mais ça arrive, qu'il y en a une ou deux que finalement on fait comme ça marche peut-être pas pour ce concept d'album-là, ou ça peut être peut-être pour le prochain, ou j'ai vu même des fois que cette chanson-là servirait peut-être à un autre artiste que tu sais que. OK. C'est que ça marche, c'est les deux façons. C'est ça. Mais des fois que ça fonctionne pas. Comme là, on vient de sortir, comme je te parlais tantôt, de l'album de mon grand copain Jean-François. Il y en a une qu'on a enlevée. OK. Sur l'album parce qu'on trouvait que ça fitait pour ce projet-là. OK. Fait que, encore, là, c'est juste pour garder... tu sais que les gens, c'était une expérience écouter un album. Tu sais, c'est à moins que c'est pas comme des tunes singles que là, la production peut un peu changer un petit peu. Un album, c'est vraiment, tu t'assis, tu sais, moi je vois ça avec un 33 tours, tu écoutes ça, puis ça t'emmène dans un voyage, là, tu sais, là, de tune en tune, puis... fait que c'est là que le producteur, c'est sa job de faire sûr que tu gardes cette vibe-là pendant l'album. Le prochain, c'est un autre. Ça peut être un autre vibe, mais cet album-là, c'est ça. T'sais. Un album, c'est ça, c'est un album. Étant moi-même un passionné du concept de l'album, un album, j'adore ça. J'ai eu la chance aussi de travailler à des disquaires à Montréal spécialisés en vinyle. J'ai une grande amour pour... le concept de l'album. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente? Puis là, on parle vraiment d'un album. Pas une compilation, un greatest hits, ça compte pas. C'est pas un album. C'est ça. Un album. Un tout figé comme dans le temps. C'est ça. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de gens qui comprennent ce que ça veut dire un album ou qui ont peut-être une appréciation pour ça. On semble être dans une époque où c'est la culture de la toune, la track, qui est pas... Si j'ouvre mon esprit... C'est le fast-food de la musique. Là. Si j'ouvre mon esprit, je peux pas dire que c'est une mauvaise affaire, mais mon petit cœur classique, moi, aime bien les albums. Fait que toi, là, qui est également un amoureux d'albums, qui a eu la chance d'en produire plusieurs, donne-moi la définition de ça pour toi. C'est quoi un album pour toi? Si tu avais à le définir. Un album, c'est un moment dans ta vie. T'sais, pour chaque artiste, je trouve que c'est un moment qui définit cette partie d'écriture-là qui a été faite. Puis, c'est ça, c'est comme tu dis, le 33 tours, le vinyle, puis tout ça. C'était ça qui était le trip de s'asseoir avec l'album, mettre ça, écouter ça, puis on prenait la pochette, puis on lisait toute l'histoire, puis même, on avait plus d'informations sur l'artiste, justement, sur ces albums-là, tu sais. Comment un petit peu qu'on a fait avec Jean-François, là, justement. Parle-moi-en de cet album-là, parce qu'il y a une histoire vraiment intéressante en arrière de ça. Oui, ça, c'est un album qui était fait à l'Escale, mon studio qui s'appelait Down and Dirty Studios, qui était sur la rue James, Hawkesbury, où il y avait l'Escale Musique. Oui, OK. Oui. Et puis, on a enregistré ça en 95.
Puis c'est Jean-François, justement, il était atteint d'une maladie. Il restait... quand on a commencé l'album, les docteurs donnaient 6 mois à vivre. OK. Et puis, on a commencé à faire deux, trois chansons. Finalement, ça a donné un album au complet. Heureusement que la maladie, il est venu à bout de passer à travers de ça. Oh, wow. Puis aujourd'hui, il va super bien. Mais c'est ça, c'est qu'on l'a pas sorti. L'album a comme dormi ses tablettes pendant 25 ans quasiment. My God. Et puis on s'est juste parlé là, avant le temps des fêtes. Puis on a réécouté l'album, que moi, il me restait une copie. Lui, il avait même pas une bonne copie. Wow. Il nous restait un CD que moi, j'avais dans le studio. Puis on l'a réécouté, puis on a dit, coudonc, ça devrait ressortir là, même si ça fait 25 ans. Ça sonne encore bien, mais c'est comme je disais tantôt, c'est un moment de sa vie. Tu sais, t'écoutes des chansons, ça parle de qu'est-ce qu'il vivait, lui, là, dans ce temps-là. Wow. Puis pour pouvoir passer à d'autres choses, fallait le sortir, puis que... Tu sais, laisser aller cette affaire-là. Ça a une vie, ça, là, cet album-là, puis fallait le sortir pour que... Ouais. Pour passer à d'autres choses, dans le fond, là, tu sais, là. Exact. Puis, sais-tu, j'écoute l'anecdote, puis je pense que c'est important de toujours garder ça en tête quand on le fait aussi, tu sais. Voilà. Ben, merci. Puis Puis... tu regardes en dedans, tu vas voir, il y a des photos quand que j'étais plus jeune. Oh, wow. Et plus de cheveux. Cool. Ah, puis Oui. moi, j'aime bien le format gatefold, justement, là, d'un disque. Ça donne la chance de vraiment mettre toute de la belle information. Oui, oui. Mais tu sais, puis c'est ça. Puis il explique là, en dedans de la pochette là, l'historique là, de comment ça s'est passé, puis qu'est-ce qui est arrivé, là, puis pourquoi que, bon, là, ça sort finalement, là, tu sais. J'écoutais à un moment donné un petit documentaire making of sur, si je me souviens bien, c'était le premier album de Jimi Hendrix, Are You Experienced? Ouais. Puis la philosophie de Hendrix semblait être de passer le moins de temps possible en studio. Tu sais, capturer le moment le plus vite possible, qu'on puisse passer à autre chose. Clairement, un artiste qui a un peu compris ta philosophie aussi. On veut pogner un moment. C'est ça, ouais. Puis, s'il y a quelque chose que j'aime beaucoup, moi, dans la musique, c'est de ne pas avoir peur de ne pas être parfait. Des artistes que j'aime beaucoup, c'est sûr, Hendrix, c'est dur de pas aimer ça, mais c'est très loin de la perfection. Ce qu'on entend, c'est incroyablement bien exécuté. Mais c'est pas parfait. Je pense à Neil Young. J'adore ça. Les plus belles erreurs, les plus beaux moments, souvent dans les albums, c'était une erreur. Qui est arrivée, puis qu'on a fait, hey, finalement, c'est une belle erreur, ça. Oui. Puis ça arrive à tous les enregistrements que je fais, tous les albums que je fais. Qu'il y a quelque chose qui arrive, c'est comme ça nous apporte à aller ailleurs tout d'un coup, mais c'était une erreur pour commencer. Mais c'est l'erreur, c'est pas une erreur, je veux dire, comme une fausse note. Là. Je sais pas comment l'expliquer, ça peut être juste un solo de guitare qui a une note que finalement ça n'a pas sorti, puis ça a fait un feed, ça a donné quelque chose de... Mais ça donne de la vie, puis ça, c'est ça que, tu sais, comme Roon Mood, justement, c'est un band très powerful. Dans le studio, ben c'est ça, on essaie de garder ça, drum, bass, guitare, ensemble, quitte à faire des overdubs de guitare par-dessus. Mais l'énergie vient des trois membres du band, là, les trois musiciens qui... avec Léon là, qui fuel, la machine, tu sais. Absolument. Mais oui, c'est des moments, c'est des... c'est fait par des êtres humains. De faire ça tout bien drette, bien carré, puis de... Ben, je sais pas, c'est pour ça que j'ai pas trop embarqué dans ces affaires-là, là, de... Tu sais, j'essaie de garder l'enregistrement comme je faisais 20 ans passés avec du tape. Tu sais, de dire, ben, tu sais, il y en a qui vont dire, ah ouais, mais on va en faire 10 tracks, puis on choisira. Non, pourquoi pas faire la bonne track? Tu sais, je vais te faire chanter jusqu'à temps que j'ai la bonne track. Tu sais. C'est ça. Parce que c'est ça qu'on faisait dans le temps, puis aux affaires comme, ben, on mettra du autotune ou. Tu sais, oui, il y a des affaires, il y a des outils qu'on peut se servir à cette heure. La technologie nous apportait là, mais j'aime bien rester le vibe vrai dans le studio. Je t'avoue que ça. Toute cette histoire-là de pitch corrector, autotune, etc. Je pense que quantizing, Melodyne aussi, tout ça. Comme
je reconnais l'utilité de cet outil-là, Ouais. qui, je crois, a été originalement créé surtout pour des instruments, même pas pour de la voix. Mais ça, je me trompe peut-être, là. Puis, je trouve que c'est un outil intéressant quand c'est utilisé pour donner un style. Un son ou un style. Un style. Comme t'sais. dans le rap, souvent, tu sais, Ouais. c'est comme ça. Ouais, là, mais- dans de la musique électro un peu flyée, comme du Radiohead, mettons. Ouais, tu sais. ouais. I get it. Mais ça me fait capoter à quel point c'est partout. Puis Mhm. je pense que ça, c'est, I guess, c'est ah, j'ai le mot en anglais, le curse qui me vient en tête, là, de la personne qui a des oreilles un peu plus entraînées. Je l'entends, moi, Mhm. même quand c'est bien fait. Ouais, ouais. Ah, je l'entends tout de Ouais, ouais, suite. c'est ça, Ça ouais. devient plus Ben, mince comme et robotique. Brian Eno, c'est un réalisateur. Oh bon. oui, Brian Mais lui, il Eno, disait que ouais. tu sais, la musique à cette heure aujourd'hui, après que tu as écouté 4 bars, tu as entendu pas mal tout ce qui se passe parce que ces 4 bars-là sont copiés. Tu sais, pendant toute la. Tu sais, c'est un peu vrai qu'est-ce qu'il dit. Tu sais, comme il y a l'énergie, le vibe, il est là, là. Ben, il est là. Je veux dire, il est pas là, dans le fond. Parce que c'est ça qui fait que l'énergie change. Tu sais, d'un verse au. Le premier verse, c'est pas le deuxième verse. Le premier chorus, c'est pas le dernier chorus non plus. Ouais, garder les Tu sais, gens il y a engagés. Oui, il y a de l'énergie qui se passe là pour arriver à un build-up à la fin. Ouais. Tandis qu'avec les machines, puis que c'est tout carré, puis c'est tout égal, cette vibe-là, il est moins... tu sais, que je trouve qu'il est plate un petit peu pour plutôt les jeunes qui ont manqué. Mais là, je remarque que Oh, il y a de j'ai beaucoup l'intérêt. de jeunes qui vont me dire « Hey, moi, j'ai écouté... tu sais, mettons, tu sais, il était même pas au monde, là, des albums comme du Pink Floyd ou du Deep Purple ou des vieux bands de même que... Là, ils commencent à découvrir ça, puis voir que, ouais, c'était cool, ça. Tu sais, Black Sabbath, comme tu dis, c'est pas parfait. Mais ça Non. a du vibe en maudit, par exemple, ça a de l'attitude. Ben, ça paraît que ça a été fait par des êtres humains. Oui, c'est en plein ça. Puis on est des êtres humains, tu sais, c'est ça. Fait que la musique, elle vient du cœur, puis elle vient des oreilles. Hein. Ouais. Pour moi, je vois ça. Puis nos oreilles sont... On réalise pas ça parce que c'est souvent dans le subconscient que ça se passe ou c'est pris pour acquis, mais nos oreilles sont vraiment sensibles et entraînées et recherchent certaines affaires. Surtout quand, tu sais, nos oreilles sont filées pour être très sensibles aux voix. Parce que techniquement, c'est la chose la plus importante pour nos oreilles, c'est la voix des autres êtres humains autour. C'est ça, ouais. Fait que quand il y a quelque chose de off qui se passe avec la voix, on est sensible à ça. Ouais, ouais. On cherche le naturel. Ouais. On est bâti pour ça. Fait C'est que ça, c'est le ouais. fun de l'entendre. Ouais. J'aime cette belle authenticité-là. Puis c'est souvent pourquoi, moi, personnellement, je passe un petit peu plus de temps dans les années 60-70, but that's just me. Yeah. Je veux revenir à ton disque. Oui. Tu me parlais d'un label. Est-ce que ça a été sorti? Ça, c'est le premier qu'on sort sur le label, C'est justement. une belle façon de célébrer le début d'un label. Ben oui, avec un l'histoire album qui en fait arrière. 25 ans qui attend. Oh my God. Puis, c'est quoi le nom du label? Tarvos Records, Ah. qui est taureau, je me souviens même plus en quelle langue, là. C'est Jean-François qui a trouvé le nom, justement. On est 2 taureaux. Fait que ça a juste tombé sur ce nom-là. There you go. Mais c'est que Jean-François s'occupe un petit peu plus, lui, de le côté business du label. OK. Tandis que moi, je fais les albums, la production, puis tout ça. Je deal avec les artistes. OK. Puis c'est ça, ça vient tout juste de commencer. Parce que j'avais pas le temps de m'occuper. Tu sais, j'avais une compagnie de production, là, MSL Productions. Mais j'ai pas le temps de m'occuper. Je suis trop busy avec le restant dans le studio. Ouais, l'aspect plus business, ça prend beaucoup de place. Ah oui, beaucoup. Puis, explique c'est quoi, parce que je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question. C'est quoi la différence entre un studio et un label? Ben, le label, c'est lui qui va le distribuer, premièrement, qui va s'occuper de distribuer la promotion de l'album, ces affaires-là. Tandis que le studio, lui, on fait l'enregistrement, je te donne ton master, puis ça passe à la deuxième étape, qui est justement la distribution puis la promotion de l'album. Là. Que justement, c'est ça, j'ai pas vraiment le temps, moi, de... Ça m'intéresse, mais j'ai pas le temps. Tandis que Jean-François, lui, il est bon gestionnaire, fait que ça donne très bien. C'est une belle complicité. Mais on commence. On n'a pas... un premier artiste qui va sortir sur ce label-là, après lui, c'est Kevin David, OK. qui est un artiste de l'Orignal.
qu'on a fait un album country rock. Ça devrait sortir à peu près au mois de mars cette année. OK. Et puis, on regarde de sortir un LP. Donc, ça va être pas de CD, ouais. Qui est quand même difficile comme c'est là avec Ben, là, c'est qu'il n'y a pas de show aussi. Les albums, les releases, là, c'est ça qui est dur de ce temps-ci, c'est que il n'y a pas de show. On ne peut pas faire un lancement d'album ou planifier ça. Tu sais, je prends juste un exemple comme Rude Mood. Ça a été dur pour eux autres de faire le lancement. L'album a sorti, le COVID est arrivé, le shutdown. Ouais. Le lancement, tu as prévu pour le mois de mai, je pense, puis le shutdown a commencé au mois de mars. Fait que, ça faisait longtemps qu'il travaillait dessus, en plus. Oui, exactement. Ouais. Kevin, ça fait au-delà de 2 ans qu'on travaille là-dessus, cet album-là. Des bons musiciens qu'on a, des musiciens un peu partout qu'on a engagés faire des pistes là-dessus. Joueur de violon, justement, c'est... Je dirais pas le nom, parce que je vais me tromper. Mais c'est joueur de violon pour un gros artiste country canadien aussi. Fait que, tu sais, tout organiser ça, c'est pas... ça prend du temps. Puis là, on arrive là, puis la fameuse pandémie qui nous retient un petit peu, mais comme, c'est ça. Moi, le studio m'a dit que ça a été busy pendant la pandémie. J'en doute pas. Oui, tu sais, le monde veut performer, veut faire... Puis il y a beaucoup de monde à la maison qui ont le temps d'écrire des chansons. C'est ça. Là, sont pas en tournée ou jouer live. Fait que ça a été super, super busy. On a des beaux projets qui s'en viennent là, dans en prochaine année. Là. Ouais. Des beaux John Dubois. Je sais pas si tu connais John Dubois. Je connais, John, oui. Ouais. Lui, c'est ça. Là. On a commencé justement dans la pandémie. Fait que on faisait un petit peu d'ouvrage, puis là, lockdown encore. Mais ce qui est cool, qui nous donne un petit peu de temps d'avoir les oreilles fraîches quand on revient à retravailler sur le projet aussi. Des fois, ça prend ça. Oui. Du recul. C'est ça, oui. Parce que, tu sais, c'est tous des musiciens. On n'a pas un band qui rentre au complet dans le studio. Tu sais, des artistes comme John, justement, qui est tout seul, lui, là. C'est comme il n'y a pas un band en arrière de lui. Fait qu'il faut quasiment créer un band dans le studio pour choisir les bons musiciens à telle place. Fait que, c'est l'ouvrage, faire des albums. Oui, faut pas être trop pressé, m'a dire. Non. Tu sais, puis il y en a qui pensent, c'est ça, tu sais, ça sonne bien la première journée, puis ça va sortir la semaine prochaine. Là. Je suis comme, oh là là. Attends, là. C'est ça. On se met à rajouter des tracks, travailler ici, puis finalement, c'est ça. C'était un peu plus long. Fait que, puis c'est ça, je trouve, qui est dommage, qu'il y a beaucoup qui n'apprécient pas que ça prend bien du temps de studio pour sortir d'un bon projet. Puis, justement, que l'industrie, à ce temps, avec iTunes, Spotify... Ça, c'est vraiment comme donner ta musique. Tu sais, c'est pour ça qu'on essaie de revenir avec les albums, les vinyles. Parce que là, tu as une copie physique que tu peux pas copier. Puis c'est vraiment à toi. C'est ta copie à toi. Tandis que l'affaire de iTunes, puis de downloader l'album au complet pour une pièce ou je sais pas quoi, en tant qu'artiste, on fait pas, nous autres, une scène du tout là-dessus. Puis ça fait quoi? Ça fait que l'artiste sera pas capable d'en faire un deuxième album. Si tu l'aimes beaucoup, encourage-les, achetez le CD au moins ou le LP. Là, tu sais, là. Ben, j'ai sorti... Puis après ça, tu fais une copie dans ton téléphone pour l'écouter dans ton auto. Je comprends ça. Là. Mais j'ai sorti quelque chose avec un ami au printemps dernier. Notre premier effort, puis comme de raison, je l'ai... Tu sais, je ne vis pas de ma musique, mais j'étais quand même curieux de faire la distribution sur tous ces services-là, Spotify, etc., juste pour vivre l'expérience, de voir comment ça fonctionne. Bon, on n'est pas un artiste de top 40, c'est sûr, mais tu sais, au total, on a eu plusieurs centaines d'écoutes. Puis à ce jour, c'était au mois d'avril, juste en termes de streaming, via peut-être 4 plateformes différentes, je pense qu'on a fait environ 4 $. OK. Ouais, c'est ça. C'est 2 cafés au Tim. C'est un café chaque. 0.00 cents de l'écoute. C'est assez incroyable. Fait que oui, c'est vrai qu'il y a peut-être une dépense à faire pour du média physique. Mais là, tu regardes l'artiste, lui, que, tu sais, mettons, juste donner un exemple vite fait, faire descendre un drummer, jouer sur sa chanson,
un session player. Ouais. Ça peut coûter quoi? 150 à 250 pièces la chanson. Ah, il y a des dépenses, là. Fait que là, on parle rien que, on a rien que fait le drum, là, mais c'est rien que la paye pour le drummer. Fait que comment tu veux faire de l'argent avec iTunes puis Spotify? Puis c'est pour ça que moi, je suis beaucoup... j'étais un gros fan là, que ça revienne au vinyle. Que les artistes peuvent au moins récupérer le coût. Puis, tu sais, même pas une question d'en faire faire de la grosse argent. Au moins, juste récupérer le coût. Puis même parce que tu peux être la grosse vedette sur iTunes, mais t'as même pas d'argent pour faire un deuxième album. Non, c'est ça. C'est ça qui est... Le but, c'est d'en faire un deuxième. Ouais. Puis même l'industrie du vinyle n'a pas été à l'abri de la pandémie parce qu'il y a un gros shortage, puis il y a une manufacture qui a brûlé aussi, l'approvisionnement. Fait que même ça, c'est difficile. C'est assez dispendieux, moi, dire. Faire des vinyles. Là, juste faire le master pour ça, parce qu'on s'entend que c'est un miracle d'ingénierie, un vinyle. C'est comme en soi, là, c'est spécial. Oui, ça prend un ingénieur assez crackpot pour être capable de créer une représentation physique de ton son parfaitement sur du plastique. Sur du plastique, oui, c'est ça. Mais c'est ça aussi qui fait que c'est spécial quand tu regardes ça. Puis moi, ce que j'ai toujours trouvé un peu magique d'un disque sur vinyle, c'est qu'il y a une durée de vie à ça. Chaque écoute est importante. Parce que veux pas, tu as une petite pierre précieuse qui graphine ton plastique à chaque écoute. À chaque écoute. Fait que, tu sais, c'est sûr que le montant d'écoute, je sais pas moi combien que tu en as, ça dépend de plein de facteurs. Mais chaque écoute a un impact. Puis aussi, qu'est-ce qui est un petit peu différent avec le vinyle, c'est qu'un CD, on peut mettre, je sais pas, moi... 80 minutes. Ben c'est ça. Un vinyle, je me souviens plus exactement c'est à combien. 22 à 23 minutes par bord. À 33 tours. Tu peux en faire plus. Comme j'en ai qui m'ont dit, on peut l'amener à 26. Non. Mais là, ton son vient de... Oh non, ça vaut pas la peine. C'est ça. Fait que c'est ça qu'on a décidé, nous autres, pour justement avec Kevin. L'album LP va avoir seulement 10 chansons. Mais la version digitale qui va être disponible après, on va rajouter les 3 autres chansons. Why not? Qui ne fêtent pas dessus. On ne veut pas compromise c'est ça. Le son de l'album pour avoir plus de chansons sur là. Mais on va y donner après sur iTunes. Puis, c'est un art, ça, le vinyle. À l'époque, là, ils pensaient à des choses qu'on considère même pas aujourd'hui. Le fait aussi que ton son change. Graduellement sur une face. Plus tu t'approches du milieu, plus il y a une distorsion qui s'ajoute. C'est ça. Fait que c'est à ton avantage de mettre des pistes plus tranquilles, moins crunchées au milieu. Moi, je suis chanceux d'avoir mon ingénieur de mastering. Moi, je ne fais pas de mastering justement au studio. C'est un autre bébé, ça. Oui, puis j'ai jamais voulu faire ça. C'est bon des fois de le séparer. Oui, mais je figure j'aime ça avoir un set de rave fresh pour le mastering. Puis depuis, je dirais, le dernier 4 ans, 5 ans, c'est Bill Selowski qui fait mon mastering. Bill, il a fait tous les albums de Corbeau, tous les albums de Marjo, April Wine, Mahogany Rush, Frank Marino, en tout cas, Billy Idol, Corey Hart, Tea Party, you name it. Mais guess what? C'est un gars qui est habitué avec l'analogue puis le vinyle. Fait que... ça donne bien, c'est ça. Là, justement, il a fait celui de Kevin, là, puis on a bien hâte de voir le résultat à la fin. Là. Oh my God, oui. C'est excitant le mastering. Quand oui. Oui, puis le mastering peut détruire autant que... ça m'est arrivé d'envoyer des albums, puis ça revient, puis c'est comme... Pas en tout, qu'est-ce qu'on a. On s'assit, moi, puis l'artiste, à mixer, puis être content. On dit, oui, on est content, oui, parfait. Envoie ça au mastering, ça revient, c'est même plus pas en tout le même album. Et t'as peut-être mis un petit peu trop de ta couleur là-dessus. C'est ça. Fait que trouver le bon ingénieur, ça a été. Puis Bill, depuis que je fais affaire avec lui, là, c'est un maudit bon gars en plus, là. C'est genre, si j'ai des questions pour n'importe quoi dans le studio, c'est un gros... c'était un des premiers à avoir Pro Tools au Canada. Quand Pro Tools a sorti, c'était un des premiers ils l'ont approché, je pense, pour justement tester le système. Fait que quand j'ai des questions avec un problème avec Pro Tools, c'est pas long. Bill, qu'est-ce qu'on... C'est le fun d'avoir des chums de même aussi qui sont... passionné de la musique puis passionné du studio. Je trouve que
plus souvent qu'autrement, là, quand que je parle à des collègues de l'univers professionnel du son en tout genre, là, Ouais. c'est souvent des personnes très passionnées, assez humbles, Mhm. qui ont une belle ouverture d'esprit, qui Ouais, ont un pied dans le monde technique, un pied dans le monde artistique. c'est ça. Puis, je sais pas. C'est un univers professionnel que j'ai toujours apprécié, là. Une fois que plus je vais creux dedans, Ouais, ouais. plus tu rencontres des gens intéressants, puis c'est ça. Faut que tu fasses ça pour l'amour de le faire. Ouais. Parce que tu passes ton temps avec des gens, des artistes qui, ben, des fois, sont assez connus, sont sous les Mhm. spotlights, Ouais. les gens les apprécient, etc. Mais Mais quand on rentre dans le studio, c'est un autre. ça Tout le change. monde. Puis c'est ça, je trouve, qui est bien cool avec le studio, Mhm. avec mon studio Beehive Studios. Je me suis entouré vraiment une belle équipe. Tu sais, Mhm. ça prend. OK, je suis en arrêt de la console, mais si j'ai pas rien qui rentre dans la console de bon, je peux être le meilleur ingénieur au monde, puis ça changera Hey, rien du tout. Là. garbage in, garbage out, hein? Exactly. Ouais. Moi, c'est pas de même, je le dis, mais j'aime mieux Hein? garbage que c'est moi je dis. Mais finalement, ouais, Ouais. c'est ça. Tu sais, j'ai vraiment un bon team de musiciens. Tu sais, que j'ai besoin d'un joueur de guitare. J'ai ma liste de gars que je travaille avec, des pianos. Ouais. C'est le fun. Puis c'est tout. Si tu regardes des albums que je fais, tu vas souvent revoir les mêmes noms qui se rajoutent C'est dans la normal, ça. liste Ouais. parce que ça travaille bien avec ce monde-là. Mhm. On apprécie qu'est-ce qu'on fait. Mhm. Puis l'attitude, c'est la Number one. première affaire. C'est Oui. ça. Number one. Quelqu'un rentre avec une bonne attitude, puis ouvert à des commentaires ou ouvert à, tu sais, voulez-vous que j'essaye telle affaire? Oui, vas-y. Ou c'est quand c'est, non, j'ai mon idée de fête, c'est de même. Mais là, ça vient de casser le mood. C'est ça. La créativité, là, elle vient d'arrêter tout d'un coup. Là. Mon chum François m'a déjà dit, avec de l'attitude, t'as de la latitude. Fait que, il n'y a pas tort. Non, il n'y a pas Ça tort pas en tout. s'applique beaucoup en studio. Oui, justement. Je voulais te faire appel un peu à ton expérience de vie et à ta sagesse pour parler aux gens qui considèrent peut-être une carrière en son, en Mhm. musique, peu importe l'âge, peu importe son rendu où dans leur cheminement, s'ils considèrent ça, selon toi, là, c'est c'est quoi une bonne façon de commencer, de se mettre les pieds dans cet univers-là, selon toi? Tu parles de côté enregistrement comme technicien ou. Mettons là, que c'est quelqu'un qui a toujours trippé sur le son, Ouais, aime bien, toi on est plus en musique, tu sais, ouais. et est intéressé par la musique, Mhm. peut-être un peu de live, tout ça, pas certain exactement, parce que quand tu n'as pas eu les pieds dedans, tu réalises pas à quel point c'est vaste cet univers-là, puis à Ouais, quel ouais, point il y en a des possibilités. ouais. Fait que ce serait quoi une bonne Ben, façon de moi, j'en commencer? ai plusieurs que quand je travaillais justement chez Warsound, côté, si on parle live, Ouais. j'en ai eu, je dirais, 3, 4. Ben, t'es plus jeune que moi dans ce temps-là, là, tu sais, qui m'approchaient de même, qui me disaient, écoute, moi, j'aimerais ça, peut-être essayer de travailler là-dedans, ça m'intéresse, je pourrais-tu aller avec toi, puis, tu sais, voir, essayer d'apprendre à mesure, ou, tu sais, comme juste être là, puis je disais, ben oui, certain. Tu sais, j'en ai une couple que, justement, ils font encore ça, le domaine, ils sont dans le domaine encore aujourd'hui, tu sais. Mais ils ont commencé, tu sais, puis faire des erreurs. C'est certain qu'on en fait tout au début, là. On commence pas tu commences pas non plus sur les grosses consoles de 40 entrées ou... Oh my God, non. ben, dans ce temps, à cette heure, c'est digital, fait que c'est plus... c'est infini, mais en tout cas, tu sais, c'est de te mettre dedans, tu sais, tu sais, puis d'arriver, puis pas dire, ben là, je veux me faire payer. C'est, non, regarde, tu y vas, passe la journée sur un show avec quelqu'un, va donner de l'aide, puis tu commences à apprendre de cette façon-là. Si on parle de studio, ben moi, je dis, regarde, tu te pognes un petit programme, tu sais, un petit... il y en a à cette heure de toutes les sortes, là, Oui. des petits programmes, puis tu commences avec des... Tu essayes de faire des choses, puis c'est du... N'aie pas peur de demander de l'aide aussi. Tu sais, ça fait 35 ans que je fais ça, puis il y a des fois que c'est... Tu sais, je sais pas tout, là. Je vais appeler des fois des copains ou, tu sais, des questions. « Hey, comment qu'on fait ça encore? » Ou « Qu'est-ce que tu me suggérais pour faire telle affaire? » Tu sais. Moi, je trouve que la musique, c'est une grosse côté que si tu t'en vas de même, tu n'apprendras jamais rien. Tu sais. Si la minute que tu dis que je sais tout, là, ben, t'es tout semaine d'arrêter parce que tu n'apprendras plus jamais rien, puis c'est pas le fun. Ouais, la vie Moi, va te j'apprends tous les surprendre. jours, puis c'est ça qui rend que c'est le fun aussi, tu sais.
là. C'est impossible de cette année, je pense, dans ce Oui, temps-là. puis tu as toujours des nouveaux projets qui t'apportent des nouvelles, des nouvelles challenges. Mhm. Tu sais, là, ça, j'ai jamais fait ça de cette façon-là, mais OK, cool. Tu sais. Mhm. On va voir ce que ça peut donner. Tu sais. On a touché un petit peu, justement, tu viens juste de m'en parler un peu. Quel genre de qualité que ça prend comme personne, là? Tu sais, là, les traits de personnalité là, vraiment essentiels, selon toi, pour avoir une belle carrière, que ce soit en live ou en studio, là, pour un producer ou tech de son. L'attitude. Première affaire, c'est l'attitude. C'est d'être ouvert, avoir une bonne attitude, puis de comprendre avec qui tu travailles aussi. Essaie pas de changer. Tu sais, de l'empathie. s'il y a quelqu'un, là. moi, j'aime pas, là, tu sais, si j'aime pas ce que tu fais, ça marchera pas, moi, plutôt. Moi, je serais pas capable de me donner le cœur dedans, puis toi, tu vas sentir que c'est... Tu sais, c'est pour ça que je disais tantôt, j'ai choisi mes clients, tu sais. Il y en a eu que j'ai justement dit non, je ferais pas une belle job, j'aime pas ça, c'est pas mon... Ça, c'est pas que j'aime pas ça, c'est pas mon bag, tu sais. Ou des fois, c'est pas mon bag, mais hey, j'aime ça, par exemple. Fait que là, ça peut être un autre. Là. Je vais apprendre de ce côté-là aussi. Fait qu'il faut pas non plus se mettre des barrières. OK. Mais, Non, mais l'attitude, c'est la première affaire. Tu sais, là, tu rentres pas dans un studio puis que tu sais que l'ingénieur, c'est lui qui roule la session, dans le fond. Là, tu sais, là. Ouais. Si le band sont tous bien cool, puis ils ont du fun, puis l'ingénieur, il est assis là, puis il fait la baboune sur la board. Ça vient de casser le mood, ça, là. Fait que l'attitude, c'est la première affaire, je pense que... C'est intéressant parce que, tu sais, c'est pas juste ton attitude envers les autres, c'est ton attitude envers toi-même, selon ce que je comprends. Parce que si tu penses que c'est pas... L'artiste n'est pas un bon fit, ou que, tu sais, toi, t'es pas un bon fit pour cet artiste-là, il faut que tu aies assez d'humilité, puis il faut que tu aies justement la bonne attitude pour être capable de le reconnaître, pour épargner à tout le monde du temps, du cash, puis une grosse déception à la fin. C'est ça, ouais. Tu sais, comme j'aime tous les genres de musique, dans le fond. Mais tu sais, si tu me parles, mettons, là, tu sais, le gros trash metal, là, avec les voix, c'est pas mon affaire. Je suis capable d'écouter une tune puis de l'apprécier. Sure. Mais tu me dirais de faire un album comme ça? Pas sûr. Je suis pas sûr, moi, je vais être capable de faire une belle job. Peut-être que je l'essayerais et ça serait bien cool. Mais ça, c'est un... Je te donne un exemple de même. Là. Mais tu sais, ça peut arriver que c'est juste pas le bon fit, comme tu dis. C'est pas que le band n'est pas bon, c'est pas que le producteur n'est pas bon, mais ces deux-là ensemble, non, ça... Un apporte rien à l'autre, dans le fond. T'sais. On va s'amuser un petit peu. Oui. On approche de la fin. Là, fait que... on va te shooter des petites questions, le fun. Instrument de musique cauchemar pour toi en studio? Ah, cauchemar. Ouais. Viens pas me dire que t'en as pas. Tu sais, quelqu'un arrive avec ça. C'est pas l'instrument, c'est le joueur. Ah, OK. Tu sais, des fois, ça peut être le joueur. Un violon, c'est beau. Oui. Mal joué, c'est pas le fun pantoute. Non? Non, c'est pas beau à écouter. Puis quelque chose de... T'as-tu déjà croisé un enregistrement, un instrument là, qui était ton talon d'Achille en termes de recording? Tu avais eu de la difficulté à sortir un beau son de ça ou... Je commence à penser que... J'essaie de voir quel genre d'affaires que j'ai fait. Clairement, il n'y a rien à ton épreuve, toi. Non, pas bien. Ben, j'en ai fait de toutes les sortes. Je me souviens, c'est un show à un moment donné, puis c'était un genre de gros drum, puis il était 4 alentours, puis là, il frappe le drum, puis il chante, puis... Là, je regardais ça, c'était comment que mon mic est ça, cette affaire-là? Puis finalement, la technique, puis c'était eux autres qui me l'ont... je les ai demandé, écoute, non, moi, je connais pas ça. Là. Ben, c'était simple, c'était de mettre un micro, mais vers le haut. Au lieu de le mettre vers le bas, comme moi, j'aurais pensé, c'était complètement le contraire. C'était juste de le faire shooter par en haut. Pogner le bounce back. Puis là, ça faisait le rond, puis les voix. En tout cas, tout se mêle. C'était comme, there we go. That's cool. Super. Je sais pas. Non, ça, c'est quoi? Ça, c'est une affaire que j'aime. Quand c'est quelque chose que... Tu connais pas. Ouais, mais le joueur, c'est comme je te dis, n'importe quoi que j'ai jamais vu, c'est cool, mais il faut que ça soit bien joué.
Il faut que la source, c'est number one. Comme on disait tantôt, garbage in, garbage out, mais c'est ça. Fait que le micro, puis le préamp, puis les cues, puis tout ça, va ramasser la bonne source, puis des fois, c'est ça. C'est juste d'essayer des nouvelles techniques, puis essayer de trouver le bon... tu sais, comme il y a un violon, à un moment donné, j'ai un beau petit micro dans le studio que le micro, il y a 1,8 de gros. Le fil est quasiment plus gros que le micro. OK. Mais sur un violon, c'est débile. Tu sais, quand je fais des violons, c'est souvent je vais aller chercher celui-là. Ou des fois, je l'oublie, je vais mettre, je sais pas moi, un 451 ou un Neumann. Puis là, je vais faire « Ah non, attends une minute. » Là, je vais chercher celui-là. Ah, there we go. Oh yeah. Tu sais, fait que non, il n'y a pas vraiment de cauchemar tant que ça. Là. Puis en live, là. Ben, des cauchemars, oui, mais attends, il y a une affaire. Des guitares. Des guitares, des fois, avec des pédales weird. Ça, j'ai de la misère avec ça. Il y a certaines distorsions que je trouve que c'est pas distorsion, que c'est des razor blades. Oh. Ça, j'ai de la misère. Je suis pas un gros fan. OK. C'est là que... Ouais, ça, je peux comprendre, parce que quand on tombe en distorsion... là... Mais c'est ça. Mais là, c'est de travailler des fois avec le guitariste, puis bon, essayer de trouver la bonne... le sweet spot, mettons, tu sais. Parce qu'un son live, c'est un son live, puis un son dans le studio. Et là, c'est là que des gars, des fois, ils vont me dire « Oh mon Dieu, je pensais pas que mon ampli sonnait de même. » Ouais, mais il y a un micro entre ton ampli et mes oreilles. Puis tu l'as direct dans la face, puis t'as pas tout le noise du stage, puis de tout le monde, là. C'est juste toi, là. Fait que là, tu l'entends pas mal plus, tu sais. Puis en live, tu sais, on a tous déjà été à un show live, peu importe le scale, où il y avait un problème de feedback. Ouais. It's the worst. Fait que dans ton expérience, problème de feedback numéro 1, causé par quoi? Première place ou checker? Chanteur avec souvent avec les micros qui chantent, puis il descend son bras, puis il s'accède dans le moniteur, là. Ouais, c'est ça. Ou il appelle ça aussi la fréquence du cowboy hat, là, tu sais, là. T'as le micro avec le cowboy, le chapeau de cowboy. J'ai déjà entendu parler de ça. Ouais, 6.3K, habituellement, ça va être la petite ça fréquence. Ça bounce sur le casque, puis ça revient. C'est le moniteur qui est, tu sais, là. Ouais. Mais... moi, le feedback, c'est pas une... Je sais pas. Je travaillais sur un show à un moment donné, puis il y avait un écran, puis là, les gars, ils ont dit, écoute, si jamais il y a un feedback, ça va l'afficher sur l'écran, tu sais. Puis là, tu le sais où aller dans ton EQ pour l'enlever. Puis j'ai jamais eu de feedback, fait que j'ai jamais pu voir comment ça fonctionnait, cette affaire-là. Ben, ça fait longtemps, tu sais, je fais ça, là. Tu sais, il y a une place comme en Suède, quand on est allé faire le Sweden Rock avec Helix. Ça, c'était assez intéressant. J'ai vécu ça à Ottawa au Blues Fest, mais pas à ce niveau-là. Là-bas, c'est que t'as vraiment... J'ai la console, j'ai un gros TV screen à côté de moi, puis une police à côté de moi. Une police, une vraie police. Police de son qu'ils appellent, mais c'est une police en uniforme. OK. Puis, il fallait pas que je dépasse, je pense, c'est 96 dB à la console. OK. Puis, si jamais tu dépasses 96 dB, plus que 10 secondes, c'est 5000$ d'amende. Ah bon? Fait que... ça vient cher du dB. Ben, ça vient cher pour la bande. Moi, c'est pas moi qui aurais payé. Je pense pas que c'est moi qui aurais payé le 5000$. Mais en tout cas, tu sais, puis là, à un moment donné, je me souviens qu'avec Helix, là, justement, la grosse chanson Rock You, là, Give me an hour, tu sais, là. Ben, à un moment donné, c'était que, je voyais, je dépassais un petit peu, je regardais la police, puis... En autant que ça reste pas là trop longtemps, tu sais. Finalement, à la fin du show, quand tout était fini, j'ai regardé, puis j'ai dit, so, do I get a ticket or not? It's okay, you did good. Ouais, c'est ça. Fait que, ça, c'est énervant, tu sais. Ouais, comme, the Decibel Police. Ouais, à Ottawa, on le sait, là, il y en a un Blues Fest, là, il y en a beaucoup de ça aussi, mais ils sautent, ils se promènent, tu sais, là. Mais à Sweden Rock, là, le gars, il est direct à côté de toi, à la console, puis il te fait sûr que... Fait que c'est un autre petit monde, ça, là, tu sais, là. Puis on va finir avec une question extrêmement difficile. Fait que brace yourself, là. OK, me prendre une gorgée pour ça, oui. Si t'avais à me choisir, c'est quoi ton album préféré ou un album préféré chez Exeter, que tout le monde, selon toi, sans exception, devrait écouter? Que j'ai fait, tu parles, ou... Les deux. Une que t'as faite, puis une que quelqu'un d'autre a faite. Ah, mon Dieu, ça, c'est une dure, ça. Ouais, mais pick one. N'importe quoi. J'en ai tellement. Concentre-toi sur celle que t'as faite, toi. Ou une spéciale. Tu sais, tu m'as déjà parlé de celle-ci qui a une histoire incroyable. Ouais, ça, c'en est une qui est vraiment... Je suis vraiment content de cet album-là.
Tu sais, en général, je suis pas mal content des albums. Quand que ça sort, je suis content. Je Mais présume. il y en a que... Je te dirais un que je trouve que c'était un bel album qui était super bien fait. Puis c'est des gars de la région aussi. Martin Massé, Mitchell Pilon. OK. Puis ça s'appelle Melodium. Oh, Ouais. On a fait ça en 2003. OK. Puis, c'est un album. Michel Dion sur la basse, Normand Couture sur les drums, Yves Savard sur la guitare, mon cousin François sur les pianos, keyboard. Ça, c'est un super bel album, bien fait. Là, que c'est quelqu'un qui aime la musique francophone. Décris-moi le vibe un peu. Le vibe, je sais pas, c'est. C'est un album concept. Ça part de la naissance à la mort. Puis c'est le cheminement. J'en parle, j'ai des frissons. On est-tu un petit peu plus rock, jazz? Non, c'est guitare acoustique, plutôt driving, mais heavy en émotion. Oh, OK, Ouais. C'est pesant en émotion, pas en côté sonorisation, les grosses guitares, puis mais le vibe des violoncelles là-dedans, d'un vrai quatuor qu'on a fait rentrer dans le studio. Des beaux arrangements. Oui, super bel arrangement. Puis c'était un beau travail d'équipe. On travaillait tout le monde. Moi et Mitchell, on était dans le studio pendant 3 mois, je pense. OK. À faire des 16 heures par jour. Là. Je partais du studio, j'allais à ma chambre d'hôtel, puis c'était comme, je dormais 2-3. On retournait au studio. Là, ouais. Ça, c'était vraiment un bel album. Un passion project. Kevin David, ça va être un super bel album. John Dubois, ça va être écœurant, des super belles chansons. Là, dernièrement, je travaille avec Thomas Argouin et la Grande Hermine, mais lui vient de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça va être vraiment encore débile. Je suis chanceux dernièrement, j'ai tous des bons artistes puis des bons chanteurs, des belles personnes avec qui passer du temps. Oui, c'est ça. Prospect Nelson, qui est un band que tu connais. Oui. On vient de... justement, là, je finis ça, l'entrevue avec toi, puis je m'en vais au studio mixer justement avec François tantôt. Ça aussi, c'est une belle découverte, là, une belle découverte de la région, puis c'était le fun de faire... Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que quand j'ai réécoute les albums, je me souviens de tout le trip, puis Oui. Tu sais, fait que pour moi... si tu parles d'un album que... Mon Dieu, celle-là est bonne, par exemple. Tu sais, que j'aime, là, que j'ai pas faite, là. Si ça peut t'aider, tu sais, moi... Puis je sais que c'est dur comme question, mais quand on me demande ce serait quoi, mettons, là, un album qu'il faudrait absolument que j'écoute pour ma culture personnelle, qui en dit long à tous les niveaux, je dirais à ben du monde, tu sais, tape-toi Sgt. Pepper des Beatles. Pour ce que ça représente en termes de technique d'enregistrement. Regarde, moi, je te dirais Peter Gabriel d'abord. Oh. Peter Gabriel, l'album, les So, puis avec Steam, là, cet album-là. Là, tu parles côté production, mixage. OK. Ça, c'en est un que j'adore. Simply Red. J'adore Simply Red. OK. Crowded House. C'est un autre band que j'adore au bout. Toutes des affaires qu'il faudrait que j'écoute d'abord. Oui, certain. Je peux te faire une petite liste. J'en doute pas. God. Là, c'est parce que j'essaie de repenser dans mon auto qu'est-ce que j'ai de loadé là, dans mon hard drive. Puis c'est ça, c'est du Peter Gabriel, Sarah McLachlan. J'adore Sarah McLachlan. OK. Mais Crowded House, ça aussi, c'est un band que j'aime beaucoup. Bare Naked Ladies, j'aime bien ça. Sure. Tragically Hip, Days for Night. Je trouve que ça, c'est un super album concept. Que si tu regardes côté sonorisation, que ça a un vibe, là. C'est pas juste drum, bass, guitare straight. Là. L'atmosphère est là dans cet album-là. Ouais, ils ont pensé. Ouais, c'est à peu près ça. C'est ça qui est. Je sortais ma partie de site tantôt, on m'a dit non, il y avait cet album-là aussi. Là. Je sais. C'est pour ça que je t'ai dit que c'est une question difficile. Il y en a tellement. Quand on est des passionnés de musique, c'est dur de dire de moi en un. Ouais, c'est ça. Ça nous prendrait un autre 4 heures. Je veux pas faire de peine à personne non plus, mais... c'est ça, exact. Mais en même temps... j'aime la musique, coudonc. Oui, ça paraît. Puis il faut, parce que quand on travaille avec des artistes en studio, live, c'est des longues heures, c'est très demandant physiquement, mentalement. Puis quand c'est bien fait, comme tu dis, avec la bonne attitude, ça, non seulement ça donne un beau produit artistique qui va vivre plus longtemps que toi, mais... sait-on jamais, ça peut se développer en une belle carrière. Exactement.
mais c'est pas facile de faire carrière en musique. Mhm. Il faut mettre les heures, il C'est ça. faut avoir la bonne attitude, Mm. faut pas avoir peur de demander de l'aide, comme tu as dit. C'est ça. Puis il faut... Puis la clé, c'est d'après moi, c'est de le faire. You Tu sais, just gotta do you it. gotta do it. Tu sais, Mhm. puis release, puis move on, puis Oui. c'est le même que tu avances. Release and move on. Ouais, Ça, parce c'est qu'il y en a un bien bon qui sont conseil. super bons, mais Mhm. tu sais, ça avance pas. Fait que il n'y a rien qui sort, tu sais, là, où j'en ai vu souvent, on commence, puis là, ça... et on dirait qu'il y a une crainte qui s'installe, comme... Moi, je faut pense- pas que t'aies peur de... T'es mieux de te dépêcher à la limite, de sortir quelque chose. Puis là, quand je dis dépêcher, je veux Ouais, veux pas dire faire ça à botch. Je Ouais. veux dire, prends pas 1 an et demi faire ton album, Ouais. do it, fais-en 2 à la place. C'est ça. Make the second one better. Ouais. C'est correct. Accepte tes Ouais. erreurs. C'est ça. Mais j'ai Puis- toujours dit, le premier album, c'est toujours un premier album. Tout le Mhm. monde l'apprend. Tu sais, si t'as jamais fait d'enregistrement là, avant, Ouais. ton premier album le deuxième va toujours être meilleur, c'est certain. Ah. Parce que là, ta confiance est meilleure, Mhm. puis tu sais comment que ça fonctionne dans le studio. Mhm. Exact. Fait que, ouais. Mike, merci beaucoup pour ton temps. Ben, je vous remercie beaucoup à vous. Hey, merci beaucoup. Bonne chance dans tous les projets que tu es en train de finir. Ben, merci. Et pour terminer, s'il y en a qui sont intéressés Oui. par l'album, je vois ici qu'il y a un site web derrière, Oui. www.gfthibodeau.com. C'est ça. J'imagine que... Puis visitez ma page de Beehive Studios, puis ce que je peux dire, c'est essayer de supporter tous les artistes locaux Yes. qui travaillent fort puis qui font justement des CD ou des albums, de les acheter pour les encourager justement à en faire d'autres. Puis ça, est-ce que c'est paru présentement? Oui, C'est oui, accessible, on peut oui, aller le chercher, on oui. peut aller l'écouter? Oui, justement. Merveilleux. J'encourage tout le monde à faire ça. Il y a une super belle histoire en arrière de cet album-là. Je sais que moi, j'ai bien hâte d'écouter Oui, ça. n'oubliez là. pas que c'est 25 ans passés. Ben, c'est ça. Enregistré en 95, j'ai toujours été un gros fan de la sonorité des années 90. OK. Juste quand que la technologie du tape a frappé comme son plus haut point avant qu'on passe pas mal tout au numérique. Au numérique. Mais ça, c'est pas mal le dernier album que Ben, j'ai c'est fait. ça. C'est un sweet spot, ça, dans ouais, l'histoire de la production musicale C'est ça. des années 90. Il y a de quoi là. Fait Ouais. que je suis vraiment curieux de, Cool. de Bonne passer écoute. ça dans mon stéréo chez nous puis d'y donner une bonne spin. Ah, ben good. Mike, merci beaucoup. Hey, moi que te remercie.